Bonjour à toutes et à tous, c'est Valentin et je suis ravi de vous accueillir pour la saison 2 du podcast Loop sur le triathlon. Le podcast qui reçoit des triathlètes plus inspirants les uns que les autres. L'objectif est simple, aborder différents sujets avec les sportifs afin d'être inspirés et surtout avoir des conseils sur différents sujets. Et aujourd'hui, dans le 4e épisode de la saison 2, nous avons l'honneur de recevoir Justine Guérard. J'ai toujours adoré les courses comme ça, par équipe. Cette année, je me suis fait accompagner par une prépa mentale. Et c'est vrai que franchement, ça m'a vraiment fait du bien parce que je suis pas quelqu'un qui a forcément vraiment confiance en moi. Je trouve que c'est hyper important d'avoir quelques personnes avec qui tu peux partager ça, quoi. Dès 6 ans, Justine Guérard était déjà une triathlète. Elle était déjà guidée par une chose, la compétition. Au fur et à mesure des années, elle s'est impliquée de plus en plus dans ce sport, avec un passage en D2 dès 16 ans, puis une arrivée très rapide en D1. Pour ses études supérieures, Justine décide de quitter Tahiti et elle rejoint alors la faculté de sport à Nice. Afin de se lancer un nouveau défi, Justine court désormais depuis 2 ans sur le circuit longue distance. Dans cet épisode, nous allons découvrir son évolution dans le triathlon et surtout son passage du format court au format longue distance. Hello Justine, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi et surtout je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Pour commencer notre échange, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Salut, donc moi c'est Justine Guérard, j'ai 28 ans, j'habite à Nice et je suis au club Team Nissa Triathlon depuis maintenant 2 ans. Ok, merci à toi pour cette petite présentation et surtout pour nos auditeurs qui vont apprendre à te connaître. Pour lancer ce podcast, peux-tu nous expliquer une journée type de ton quotidien ? Alors une journée type, ça va être natation à 8 heures dans le bassin olympique de Nice, qui est assez agréable en extérieur, 50 mètres. Ensuite, on va aller faire du vélo vers 11 heures à peu près. Ça dépend, 2-3 heures de vélo. Et ensuite, je vais aller courir. Donc, en même temps, j'entraîne le club du Team Nissa Triathlon. Donc, je vais aller courir avec eux le soir à 18h30. Ok, donc aujourd'hui en fait tu as ce double rôle de athlète professionnel, on reviendra là-dessus, et aussi de coach sportif avec le Team Nissa. C'est ça, Ok, ouais. c'est super. Et du coup, si on fait un retour un peu sur, parce que du coup tu nous disais que tu avais 28 ans aujourd'hui, si on fait un retour sur Justine Guérard plus petite, tu as toujours fait du triathlon, qu'est-ce que tu faisais comme sport avant et comment tu arrives dans le milieu du sport du coup? Du coup, ouais, j'ai fait de la gym quand j'étais petite. J'en faisais parce que ma sœur en a fait. Et bon, c'était pas, c'était un peu la cata, on va dire, par rapport à elle qui était très douée dans cette discipline. Et donc, en fait, on habitait en Normandie à ce moment-là. Et quand on a déménagé à Grasse, c'était un club un peu élitiste, on va dire. Et ils ont pris ma sœur dans le club, mais moi, ils ont dit à mes parents, bon, Justine, autant Tiffen, c'est très bien, donc ma sœur, mais Justine, il faudrait peut-être la mettre dans un autre sport, comme par exemple la course à pied. Et du coup, c'est là où mon père, qui faisait déjà du triathlon, s'est dit, bon, ben, pourquoi pas l'essayer aussi au triathlon. Et puis, c'est là que j'ai commencé, mais j'étais vraiment petite, j'avais 5-6 ans. Ok, Donc, euh, donc voilà, c'est là que j'ai commencé avec lui. Et il a commencé à m'entraîner en triathlon. Et puis après, il y a de plus en plus de jeunes qui sont arrivés. Donc c'était au club de Grasse. Et de plus en plus, j'ai apprécié. Et voilà, après, j'ai jamais arrêté. ok. Et du coup, quand tu as commencé le triathlon si jeune, est-ce que tu as directement eu le goût de l'effort ou alors tu l'appréhendes sous forme de jeu en fonction du coaching qu'il peut y avoir derrière? Bah, du coup, ouais, quand j'étais jeune, on faisait beaucoup de jeux. Donc, que ce soit en natation, en vélo, on faisait du VTT. Donc, c'était assez amusant. Et en course à pied, c'est vrai qu'on faisait souvent des jeux, des relais. Donc c'est ça qui m'amusait, c'était d'être avec des gens de mon âge et de jouer en fait. Et puis après, quand j'ai commencé à faire des courses et à gagner, c'est vrai que du coup, c'est ça que j'aimais encore plus. Et c'est pour ça aussi que j'ai autant accroché, c'est que du coup, assez jeune, j'ai tout de suite gagné les courses. Donc j'aimais pas forcément énormément m'entraîner, même des fois
rechigné un peu à y aller. Mais en fait, c'était vraiment les courses que j'adorais, surtout quand j'étais petite, quoi. Ok, parce que justement, tu as commencé à, on va dire, à faire des courses et ensuite te mettre à fond dans le triathlon à peu près à quel âge? Du coup, ça se passe comment quand on commence aussitôt? Du coup, en fait, quand j'étais petite, voilà, je m'entraînais pas énormément, je jouais plutôt et je faisais des compètes et ça m'amusait parce que j'étais première même avec les garçons en fait, donc c'était assez cool. Et en fait après première année minime, comme il y avait les championnats de France de triathlon, donc première année minime j'avais 13 ans je crois. Ouais. Ça a commencé à être un peu plus sérieux parce que voilà, il y avait les championnats de France. C'est la première année où il y avait ça et du coup, je me suis dit là, j'ai vraiment envie de réussir et c'est là où tu peux te faire aussi détecter par la Fédération française de triathlon. Donc, euh, donc c'était quand même assez important et c'est vrai que là, j'ai commencé à m'y mettre plus sérieusement. Ok. Et après, comment tu as géré justement cette partie vraiment où tu t'es mis à fond dans le triathlon et tes études à côté, collège, lycée, où quand même le volume de cours commence à être plus conséquent? Comment tu gères toute cette partie-là? Ben, jusqu'au collège, ça allait à peu près en fait. Euh, j'avais un peu des facilités, on va dire, et en fait, c'est vrai que j'arrivais à faire mes devoirs assez rapidement et après, vite, j'allais m'entraîner. Bon, c'était pas facile, j'avais vraiment pas de temps pour moi, mais je rentrais, je faisais vite mes devoirs. Bon, des fois, c'était un peu bâclé, mais en général, c'était assez juste. Et après, j'allais direct m'entraîner. Ok. Mais c'est vrai que c'est à partir du lycée où ça a été un peu plus dur, parce que souvent, c'est des exercices qui sont quand même un peu plus compliqués. Et en plus, j'avais de plus en plus d'heures d'entraînement. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix avec mes parents de me mettre aux crêpes de Bouloris, donc Ok. en première. Mais c'était pas facile pour moi parce qu'à ce moment-là, j'habitais à Tahiti. Donc c'était vraiment loin. En plus, avec le décalage horaire, j'avais du mal à les appeler, etc. Donc ça a été une année un peu difficile, même si pour l'entraînement et les études, c'était bien parce que du coup, il y avait des horaires aménagés et je pouvais plus m'entraîner, mais j'étais pas bien dans ma tête. Donc en terminale, je suis retournée à Tahiti avec mes parents sans horaire aménagé. Mais voilà, j'ai fait ce choix-là de retourner un peu dans la galère, on va dire, à jongler sur sport et études. Et après, à partir du moment où j'ai passé le bac, je suis retournée à Nice Ok. et j'ai fait STAPS. Et là, c'était un petit peu plus facile parce qu'il y avait moins d'heures de cours et voilà, donc j'arrivais un peu plus à gérer là-dessus. Ok, et du coup, quand tu prends du recul, par exemple, avec cette année du coup en première où tu t'es dit, bah, je vais essayer de mettre en place le sport de façon plus facile, associée aux études, mais en fait, c'est tout le rythme de vie qui te correspond pas. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui, c'est une leçon que tu as pu tirer d'avant et que tu essayes vraiment de garder cet équilibre de vie au quotidien parce que tu t'es rendu compte que c'était très conséquent pour toi et que ça avait son importance? Ah ouais, ouais, carrément. Bah, c'est vrai que moi, enfin, je suis quand même vachement proche de ma famille, j'ai besoin de les voir régulièrement. Et là, du coup, pendant quasiment 6 mois, je les avais pas vus, c'était vraiment très très dur pour moi. Et ouais, du coup, maintenant, c'est un peu une leçon que j'en ai tirée. J'ai besoin de voir ma famille, de voir mes amis, même si du coup, bah, peut-être pendant 2 jours, je vais un peu moins m'entraîner, mais c'est pas grave, j'ai besoin de ça pour être bien dans ma peau, quoi, dans ma Ok. tête. Et en STAPS, du coup, tu étais quand même loin, mais tu avais plus cet équilibre-là du fait que tu avais moins de cours et que tu arrivais plus à trouver de temps, ou alors tu penses que c'est la maturité qui a fait aussi que tu as réussi à prendre du recul? Je pense aussi c'est la maturité. Bah, du coup, ouais, j'avais 15 ans quand j'étais en première et c'était un choix qui s'est fait un peu rapidement. J'ai pas eu le temps de le mûrir ce choix parce que pour revenir un peu dans le contexte, en fait, en première, enfin non, en seconde, pardon, donc j'étais en cadette première année et Ouais, du coup, je fais les championnats de France de triathlon où j'arrive première et je suis qualifiée au championnat d'Europe. ok, Et du coup, au championnat d'Europe, c'était en Irlande. Je suis qualifiée en championnat d'Europe junior en fait, alors que j'étais que cadette première année. Donc j'étais surclassée. Et bon, c'était pour prendre de l'expérience à la base, quoi. C'était voilà, une petite cadette qui va prendre de l'expérience avec les juniors. Mais voilà, c'était du bonus.
Mais au final, j'arrive troisième de cette course. Donc, c'était vraiment incroyable quoi, pour moi. Et du coup, je suis qualifiée au championnat du monde qui Ok. était en septembre. Sauf que là, c'est là que ça se complique parce qu'en fait, du coup, championnat du monde en septembre, sauf que moi, ma rentrée à Tahiti, c'était en août. Donc, il aurait fallu que je rentre à Tahiti. Il y a quand même 24 heures de voyage, 12 heures de décalage horaire. Enfin, c'est pas un petit voyage. Et que je retourne ensuite en Hongrie au championnat du monde en septembre et que ensuite je reparte à Tahiti. Donc, ça commençait à être vraiment compliqué en fait. Les voyages, je les faisais pour le chemin de France. Déjà, c'était pas Ouais. évident, mais là, il aurait fallu que du coup, je rentre, je reparte au championnat du monde. Ça commençait à être dur. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix-là de me mettre au Krebs à Boulouris. Ok. Mais c'est vrai que ça a été fait un peu précipitamment et, euh, et en fait, j'étais pas prête, on va dire. Ouais. Et il y avait au Krebs, tu avais toute une structure d'accompagnement ou alors le sport était encore assez jeune et justement tu n'avais pas de, on va dire, de coach physique, coach mental, tu n'avais pas toutes ces parties-là. C'était une personne qui représentait et qui te suivait ou alors tu avais tout un staff autour de toi? Ouais, non, non, j'avais pas de coach de prépa mentale, etc. Après, bon, c'était déjà très pro, on était quand même bien accompagnés. Si on avait du mal à gérer un peu les études, on avait des cours particuliers le soir, donc c'était quand même vraiment bien fait déjà. Mais, Ok. euh, mais c'est vrai que bah, peut-être à ce moment-là, j'aurais eu besoin d'avoir une coach mentale qui m'aide un peu dans tout ça, quoi. Ok. Et pour les jeunes qui nous écoutent et qui justement ont un peu cette vision de mixer les études et le sport, est-ce que du coup, tu aurais un conseil à leur donner d'un point de vue global sur aussi les opportunités? À partir de quel moment tu t'es dit, en fait, je vais continuer mon lycée et après j'irai en STAPS? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Parce que c'est des périodes assez difficiles de notre vie de choisir tout ça. Est-ce que tu as un conseil à leur donner si elles sont dans la même situation que toi? Bah, justement, que ce soit vraiment une décision qui soit prise, qui soit réfléchie et qui soit vraiment mûrie dans la tête et pas que ce soit une décision comme ça prise un peu à la légère parce que c'est quand même dans un internat, c'est pas évident. Après, bon, il y en a pas mal qui ont la chance, on va dire, de rentrer tous les week-ends voir leurs parents. Moi, c'était pas Ouais. mon cas, donc ça rendait les choses encore plus difficiles. Mais voilà, il faut que ce soit une décision qui soit pas prise à la légère parce que c'est quand même pas facile de se retrouver en internat, de prendre un peu des nouvelles habitudes, tu perds le cocon familial et c'est quand même pas évident, je trouve. Ok. Et du coup, après toutes ces épreuves et un peu l'évolution, comme tu nous disais, championnat de France, championnat d'Europe et championnat du monde, tu arrives quand sur ta première D1 du coup de ton côté? Alors, ma première D1, je l'ai faite. Ouais, j'avais 16-17 ans, je sais plus exactement. Mais Ok. ouais, j'étais très jeune et première D1 à Dunkerque, ça m'a fait tout drôle. Et au final, je m'en étais assez bien sortie parce que j'avais terminé 18e. Ok. Je me souviens encore du classement. Et c'est quelque chose, la D1, que tu as tout de suite apprécié et tu t'es dit, je vais essayer de continuer là-dedans, progresser et m'amuser sur ce championnat-là, quoi. Ouais, parce que j'aimais bien aussi, c'était le format équipe. Donc, c'est vrai que d'être avec des filles avec qui tu t'entends bien et tout ça, bon, c'est pas toujours le cas, mais là, enfin, c'était vraiment que des filles avec qui je m'entendais bien. J'étais vraiment contente de les revoir à chaque étape et elles me mettaient en confiance, etc. Donc, franchement, enfin, j'ai toujours adoré les courses comme ça, par équipe. Et d'ailleurs, voilà, du coup, on est en D3 avec le team Nissa Triathlon, on va monter en D2. Mais le Ouais. but, voilà, c'est de remonter aussi en D1 avec eux, quoi. Ok. Et ça, vous l'avez structuré depuis très peu de temps, du coup, depuis 2 ans avec le Team Nissa? Ouais, bah du coup, en fait, j'ai passé mon DEGEPS triathlon Ok. et j'ai fait le stage avec eux. Et en fait, c'est là que j'avais pour objectif avec eux de monter cette D3. Et en fait, avec le DEGEPS, voilà, il faut trouver un projet. Et ça, c'était mon projet. Et donc, en fait, j'ai fait projet D3 masculine et D3 féminine. Et les hommes sont directement montés en D2. Les femmes, elles sont pas montées dès la première année, mais là, on est monté cette année. Donc, je suis vraiment contente. Ok. Et c'est à partir de quand que, justement, parce que
Le triathlon, c'est quand même, je trouve, différents sports entre le court et le long, c'est quand même assez différent. Et toi, aujourd'hui, tu es quand même désormais aussi passé sur le circuit longue distance. Qu'est-ce qui fait que tu t'es orienté là-dessus et comment tu arrives à trouver ton équilibre entre le court distance encore et le longue distance à côté, quoi? Bah, du coup, ouais, c'est vrai que moi, le cours, j'aime toujours ça. Mais après, voilà, en natation, c'était un peu difficile pour moi. Des fois, je sortais premier pack, des fois non. Et Ok. c'était jamais une chose de sûre en fait pour moi la natation. J'étais toujours un peu stressée et autant des fois ça se passait super bien et je prenais énormément de plaisir sur la course parce que c'est trop cool, t'es aux avant-postes, c'est vraiment plaisant en fait. Mais il y a des fois où je me retrouvais deuxième voire même des fois troisième pack sur des 1 et là bon bah t'essayes de forcer à vélo et tout, mais des fois ça revient, des fois ça revient pas, et quand ça revient pas, bah que tu poses à 2 minutes, c'est plié quoi. Tu sais que tu vas pas Ouais, revenir sur la tête, tu sais que tu peux revenir sur quelques personnes, mais tu vas jamais ouais, revenir sur une Cassandre Beaugrand, sur une Léonie Perriot. Enfin, c'est impossible. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ça, c'est ce qui me plaisait moyen sur le cours, c'est que ça joue. Enfin, c'est trop dépendant de la natation. ouais. Et c'est hyper stressant en fait parce que bah, voilà, si tu fais une mauvaise natation, c'est plié. Et du coup, bon, sur Coupe d'Europe, sur Coupe du Monde, c'est pareil. Et c'est vrai que moi, du coup, je faisais pas des assez bonnes performances pour monter sur WTS. Et c'était vraiment, bah, au bout d'un moment, en fait, quand tu as fait des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde, c'est ce que tu as envie de faire, c'est monter sur WTS, c'est un peu le Graal, quoi. Ouais. Mais moi, j'y arrivais pas. Et du coup, bah, au bout d'un moment, tu te dis, qu'est-ce que je fais, quoi, parce que enfin, j'avais un peu fait le tour, j'avais l'impression. Et du coup, Ok. j'avais envie de voir ce que ça donnait aussi sur le longue distance, si j'arrivais à être plus aux avant-postes. Parce que bon, c'est vrai qu'aussi au bout d'un moment, quand tu fais des top 10 sur D1, top 10, 5-10 sur Coupe d'Europe, et puis dernièrement, je faisais que des top 15-20 sur Coupe du Monde, tu te dis, bon, c'est cool, mais est-ce que j'arriverai pas à faire mieux sur longue distance, bien entraîné, où la natation, ça importe un peu moins. Donc, c'est pour Ok. ça que j'ai fait ce choix-là à partir de l'année dernière. Et au final, je regrette pas parce que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ok, justement, pour toi, est-ce que tu vois une différence dans les techniques d'entraînement? Est-ce que tu prends plus de plaisir maintenant? Ou justement, ce qui t'attire, toi, c'est vraiment l'aspect performance, jouer la course aux avant-postes, et du coup, tu te dis, bah, en fait, de toute façon, c'est ça que je vais aller chercher, ou alors vraiment sur la méthode d'entraînement, tu trouves des préférences par rapport à du court? Bah, je dirais un petit peu les deux, en fait. Parce que Ok, du coup, sur le longue distance, je vais faire un petit peu moins de natation et c'est pas pour me déranger. Enfin, j'aime bien nager, mais c'est vrai que là, je nageais 6, voire 7 fois par semaine et au bout d'un moment, bon voilà quoi, c'est surtout l'hiver, c'est un peu dur, je trouve. Et là, du coup, je nage un petit peu moins, mais je fais des sorties un peu plus longues à vélo. Et dans la région, c'est vrai que c'est cool parce que dès que tu fais des sorties un peu plus longues, tu peux faire aussi des plus jolis parcours. ouais, Alors que des sorties de 2 heures, en fait, tu te retrouves un peu dans la circulation et tu veux pas faire des trucs vraiment sympas, quoi. Donc, ouais, je me suis retrouvée à faire des belles balades à vélo. Et puis en course à pied, voilà, c'est pareil, c'est des trucs un peu plus longs. Au début, j'aimais pas trop, mais maintenant, je prends de plus en plus de plaisir. Et du coup, voilà, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas vraiment le même sport. Et c'est bien ouais. parce que moi, ça fait des années que je fais du triathlon, donc ça me renouvelle un peu j'ai l'impression de faire un peu voilà, un nouveau sport et ça me fait du bien en fait. Et d'un point de vue volume horaire par rapport à ta préparation hebdomadaire en D1 et celle maintenant en longue distance, c'est à peu près la même chose ou pas? Et comment ça s'équilibre justement entre les trois sports? Bon, honnêtement, enfin, il y en a plein qui pensent qu'en longue distance, on s'entraîne comme des fous, mais franchement, je m'entraîne pas forcément plus qu'en D1. C'est réparti différemment. Voilà, ce que je disais, c'est qu'avant, en natation, bah, voilà, j'allais faire des fois 6, voire des fois 7 entraînements par semaine, mais j'allais faire un petit peu moins de vélo. Et peut-être un petit peu plus de course à pied, voilà, parce que enfin maintenant ça a un peu changé, mais avant c'est vrai que c'était quand même beaucoup nageur rouleur les D1. Donc, Ouais.
Donc voilà, je me concentrais plutôt là-dessus. Et du coup, voilà, plus de volume horaire en natte course à pied. Et maintenant, c'est un peu plus de volume horaire en vélo. Mais au final, on se retrouve à peu près sur un peu ce que je faisais en D1, c'est-à-dire dans les bonnes semaines, 20-25 heures d'entraînement, quoi. Et après, en stage, encore un peu plus. Mais voilà, c'est pas non plus, je fais pas 30 heures toutes les semaines, loin de là. Ok. Et pour nos auditeurs, justement, qui comprennent aussi comment tu passes de. Je pense qu'ils ont bien cerné ton niveau en D1. Et du coup, désormais, ton passage en longue distance, quel est ton palmarès malgré le peu de courses que tu as pu faire encore? Qu'est-ce que ça donne du coup sur ce circuit longue distance? Bah, du coup, l'an dernier, j'ai commencé, mais j'étais un peu, on va dire, le cul entre deux chaises parce que je continuais à D1 et en même temps, je voulais faire du longue distance, mais c'était vraiment pas évident en fait de tout faire parce que je voulais être forte sur les deux, mais franchement, c'est compliqué. Et du coup, l'an dernier, j'ai fait cinquième sur les championnats de France qui étaient à Cannes-sur-Mer, à côté de chez moi. Et après, j'ai pas fait des super trucs. En fait, j'ai fait huitième sur un 70,3 en Suisse. Et mon dernier half, je l'ai abandonné. J'étais trop fatiguée et puis malade. Donc j'ai pas fait une super saison de longue distance. Mais cette année, je suis contente parce que du coup, j'ai commencé avec une quatrième place à Aix sur le Ouais. 70,3. Enfin, j'étais troisième toute la course et au final, je suis quatrième. Donc vraiment contente, quoi. Je gagne un Tri-Games là à Cannes-sur-Mer. Bon, du coup, c'était plus le championnat de France, mais voilà, ça fait quand même plaisir de gagner. Et je suis troisième à Zarotz, donc c'est un triathlon qui est quand même assez réputé en Espagne et il y avait du beau monde quand même, donc j'étais vraiment contente de faire un podium là-dessus. Et je fais quatrième là dernièrement à Vichy. Ok, donc oui, on voit bien que le passage se fait plutôt bien et que les résultats sont déjà là. Malgré, je pense, une année de transition qui est toujours un peu compliquée, comme tu le disais, en voulant Mm. mixer de l'AD1 et du longue distance avec les entraînements qui sont différents, c'est toujours pas très très simple, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, franchement, je suis assez contente. Et bon, voilà, du coup, j'ai fait deux quatrièmes places sur 73 sur format Ironman. Maintenant, j'aimerais bien faire un podium, mais voilà, chaque chose en son temps. Et comme tu dis, bah, seulement la première année où je m'entraîne spécifiquement pour le long distance. Donc j'espère que l'an prochain, ça va le faire, ou là en fin de saison, mais on verra. Ok. Et justement, j'ai une question qui me vient parce que tu as vraiment évolué tout le temps sur le triathlon. Et si tu dois prendre du recul sur tout ça, comment tu t'es fait accompagner sur toutes les parties, que ce soit la nutrition, la partie mentale, la partie physique, un entraîneur spécifique? Comment tu as géré ta carrière? Est-ce que ça a évolué au fur et à mesure et ça s'est fait naturellement? Ou est-ce que toi, tu as eu des besoins particuliers que tu estimais qu'elle allait avoir leur impact derrière, quoi? Bah, du coup, c'est vrai que moi j'ai eu l'habitude d'avoir un seul coach, c'était mon coach pour le triathlon, mais j'avais pas vraiment d'autres. Enfin, j'avais pas vraiment l'impression d'avoir besoin d'autre chose. Et cette année, je me suis fait accompagner par une prépa mentale. Et c'est vrai que franchement, ça m'a vraiment fait du bien parce que je suis pas quelqu'un qui a forcément vraiment confiance en moi. Et avant les courses, je vais beaucoup douter. Et du coup, ça m'a vraiment fait du bien d'être accompagnée sur cet aspect-là. Ouais. Après, en nutrition, etc., bon, pour l'instant, j'ai pas forcément l'impression d'en avoir vraiment besoin. Ok. Et en plus, ça me saoule un petit peu d'avoir un plan alimentaire à suivre. Donc, je préfère faire un peu mon truc, même si c'est pas forcément le meilleur. Et voilà, pour l'instant, voilà, c'est la seule chose que j'ai mis en place pour le moment. Ok, ouais, bah, c'est déjà bien parce que du coup, tu as ton entraîneur spécifique en triathlon, tu pas un Ouais. entraîneur de natation, de vélo et de course à pied. Euh, T'as vraiment. En fait, du coup, on a un entraîneur spécifique en triathlon, donc c'est le même que mon copain Thomas. Et, euh, et en fait, cette année, on avait aussi un coach en natation parce que du coup, voilà, à la piscine où on était, de toute façon, on était obligé d'avoir quelqu'un pour nous accompagner. Et mais du coup, enfin, ouais, ça se passait bien. Ils étaient quand même en communication étroite avec mon coach de triathlon. Donc,
Donc ça se passait assez bien d'avoir deux coachs différents. Ok. Et toi, de ton côté, comment tu arrives à, justement, donc tu disais tout à l'heure, tu as fait, du coup, tu es passé par STAPS. Et ensuite, comment tu as structuré ta carrière? Comment aujourd'hui une athlète comme toi arrive à vivre ou pas du triathlon? Comment ça se passe sur cet aspect-là? Est-ce que tu es accompagné par des marques, par des partenaires? Est-ce que du coup tu fais de l'entraînement comme tu disais tout à l'heure? Comment tu gères toute cette partie-là? Alors du coup, en vrai, c'est vrai que c'est pas un sport triathlon où tu vas gagner forcément très très bien ta vie, mais heureusement, du coup, je suis bien soutenue par mon club Optimista Triathlon, donc, qui m'aide financièrement. Et après, en fait, j'ai beaucoup de marques qui m'aident avec le matos, mais il y en a que très peu qui m'aident financièrement. Donc, il y a le petit vélo qui m'aide bien, donc ça, c'est vraiment cool. Et Iron. Mais Ouais. sinon, après, le reste, c'est quand même plutôt du matos, en fait. Bon, après, du coup, c'est fait faire des économies parce que j'ai pas à payer ce matos. Bah, surtout en vélo où c'est super cher, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui peut me prêter un vélo. Mais c'est vrai que sinon, après, financièrement, voilà, j'ai pas trop d'aide financière des marques en triathlon. Ok. Et justement, ça me permet de faire le lien avec ça parce qu'en plus, toi, tu es avec un triathlète. Du coup, quoi, j'ai pu recevoir, j'ai eu l'opportunité de recevoir dans l'épisode d'avant. Et il disait que bah, ça avait beaucoup d'avantages d'être ensemble. Du coup, toi, comment tu le vois? Et justement, d'un point de vue financier aussi, bah, comment vous le vivez tous les deux? Parce que c'est un équilibre de vie. Donc, comment vous jouez sur toutes ces parties-là? Mais oui, du coup, d'être ensemble, ça nous permet aussi de pouvoir contacter des marques qui nous prennent tous les deux. Et c'est vrai que c'est plus cool de pouvoir négocier ensemble que seul. Ouais. Et après, non, sinon, il n'y a que cette année où on a commencé à le faire. Donc voilà, mais après, financièrement, ça ne nous a pas forcément. Enfin, pour l'instant, on n'a pas forcément fait beaucoup de démarches encore, mais on n'a pas trop eu de nouveautés là-dessus encore. Ok, ouais, j'imagine. Et du coup, de le partager tous les deux, ce sport, cette passion, pour toi, ça représente un avantage. Est-ce qu'aujourd'hui, partager ta vie avec quelqu'un qui fait pas du triathlon, ça serait envisageable? Ou alors, justement, pour toi, c'est indispensable, justement? Non, bah ouais, pour moi, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui comprend ce que je fais. Parce que, c'est vrai que si j'avais été avec quelqu'un qui faisait pas du tout de sport et qui me demandait d'être un peu plus présent avec lui, de faire plus de choses en dehors du triathlon, bah, je pense que ça me dérangerait un peu parce que c'est vrai que quand je rentre de 3 heures de vélo ou quoi, j'ai pas forcément envie d'aller à la plage ou du coup, Thomas, il me comprend parfaitement. Et toi, tu partages des entraînements avec lui ou alors tu fais tout de ton côté? Alors, on partage quelques entraînements ensemble. Après, on n'a pas forcément beaucoup de séances communes. Et en fait, ça me va comme ça aussi parce que c'est bien de pas être tout le temps H24 collé, quoi. Je trouve que c'est cool d'avoir aussi nos moments où on fait notre truc. Moi, des fois, je vais rouler avec ma copine, lui avec ses potes. Et puis c'est bien aussi, quoi. Ouais, t'as pas trop d'entraînement, toi, quoi qu'il arrive, toute seule. Soit tu roules avec lui, soit tu roules avec une copine. T'es pas trop dans une méthode d'entraînement où t'es focus que sur toi et tu vas rouler toute seule. Bah, ça m'arrive aussi, Ok. mais c'est vrai que je préfère partager ça avec des amis, quoi, parce que quand tu pars rouler 4 heures, au bout d'un moment, c'est un peu long, quoi. Quand t'es seul, t'as envie de parler à quelqu'un quand même. Non, franchement, même pour 2 heures, c'est rien que le fait en fait de partir avec quelqu'un, c'est ça qui est motivant, d'avoir un rendez-vous, etc. Je trouve que c'est hyper important d'avoir quelques personnes avec qui tu peux partager ça, quoi. Et justement, tu parlais à l'instant de la motivation. Comment tu fais au fur et à mesure des années, toi en tant qu'athlète, pour rester motivé avec des périodes qui sont plus difficiles que d'autres, avec un volume d'entraînement qui est compliqué, je pense une période hivernale aussi qui est plus ou moins agréable. Comment tu fais pour garder cette source de motivation, toi, au quotidien? Bah après, on va pas dire que tous les jours je me lève et que je me dis youhou, je vais m'entraîner. Enfin, je suis pas tout le temps avec la même motivation. Surtout l'hiver, il y a des moments qui sont un peu longs.
la période hivernale, des fois, c'est un peu compliqué à gérer parce que, bah, voilà, quoi, enfin, on va dire de novembre jusqu'à avril, voire mai, il n'y a pas de course. Donc, c'est Ouais. que de l'entraînement et franchement, ouais, des fois, ça fait un peu long. Et c'est pour ça que, du coup, j'essaye de mettre des choses en place. Et l'an dernier, du coup, pendant cette période, j'ai mis en place, du coup, enfin, j'ai fait quelques crosses en Ok. course à pied. Et enfin, rien que le fait de se dire, bah voilà, dans 3 semaines, j'ai un cross, je vais mettre un dossard et tout, c'est motivant en fait. Et ça permet de faire passer une grosse séance, mais tu la vois pas trop passer en fait, parce que t'es en course avec des gens, t'as un dossard. Et ça m'a vraiment fait du bien cet hiver de mettre ça en place. Et après, bah, il y a aussi les stages. Donc, on part en stage en février à Tenerife. Ça, c'est vraiment cool. On est tous ensemble. Il fait meilleur. On peut rouler en cours. Ça nous permet de couper un peu l'hiver en deux, on va dire. Et ça, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien pour la motivation. Et on a un deuxième stage en général en avril où on part à Gérone. Et c'est pareil, c'est pas la même ambiance, il fait pas aussi chaud qu'à Tenerife et tout. Mais déjà, il fait un petit peu meilleur que à Nice, genre 2-3 degrés de plus. Et déjà, c'est déjà ça. Et puis, c'est vrai que Gérone, c'est vraiment trop cool. Enfin, c'est un peu le pays du triathlon. Donc c'est pareil, c'est rien que le fait en fait de changer un peu les routes d'entraînement et tout, ça fait du bien quoi. Ok, mais depuis le début, j'ai l'impression que tout ce qui t'a drivé sur ta carrière et encore, parce que du coup, justement, tu disais que tu as mis en place les crosses. Ce qui te drive, c'est la compétition. Ouais. Et comment une athlète comme toi a vécu du coup le Covid avec une période ultra incertaine, des courses annulées de partout? Comment t'as fait pour justement sortir un peu la tête de l'eau, quoi? Ah bah franchement c'était dur, hein. Je vais pas cacher, c'était vraiment dur, surtout que j'avais prévu de commencer ma saison, donc j'avais pris les billets d'avion pour partir à Melilla. Euh, et j'avais une autre course la semaine d'après. Enfin, ça y est, tu vois, c'était parti. C'était le début de saison. J'étais un peu excitée, quoi, de voir ce que ça allait donner. Je me sentais assez en forme. Donc, c'est une période un peu, ouais, tu sais pas trop ce que ça va donner parce qu'il y a eu l'hiver. Tu te dis, bon, est-ce que ma méthode d'entraînement a marché? Est-ce que ça a pas marché? Comment je vais y être? C'est un peu, ouais, l'excitation. Et donc, j'avais tout préparé. J'avais même presque fait ma valise vélo, il me semble. Et, euh, et là, je vois course annulée. Franchement, j'étais dégoûtée, quoi. Donc en plus, au final, bah, j'ai pas du tout été remboursée de mes billets d'avion, de rien du tout. Et la semaine d'après, je me dis, bon, peut-être que là, ça va le faire et tout. Voilà, en fait, c'était parti pour un long moment sans course. Et franchement, ouais, je me suis dit, tous les efforts qu'on a fait cet hiver, pour rien, quoi. Enfin, pas pour rien, mais un peu quand même. Tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais? En plus, je savais pas qu'est-ce que je fais. Au début, c'était parti pour 3 semaines. Est-ce que je me dis, bon, allez, je me mets quand même à fond là, pendant 3 semaines à m'entraîner ou est-ce que je fais une semaine de coupure? Je savais pas quoi faire en fait. Et du coup, j'ai pas vraiment coupé. Et j'aurais peut-être dû parce qu'il y en a plein qui ont fait ça et ça, au final, après, ils ont réussi à se relancer. Mais moi, j'ai jamais vraiment coupé. J'ai essayé de m'acharner un peu et de me dire ça va bientôt reprendre, ça va bientôt reprendre. Et au final, en fait, en juillet, bon, ça avait toujours pas repris. Bon, après, ça m'a fait du bien parce qu'on est parti un peu en stage à Font-Romeu et tout. Donc là, j'ai revu des gens, etc. Mais j'avais l'impression que ça n'en finissait pas, quoi, parce que au final, ce qui est bien, c'est que quand tu as des courses, entre les courses, tu te reposes un peu et tout. Là, en fait, j'avais l'impression de faire une période d'entraînement qui n'en finissait pas et j'étais fatiguée, quoi. La fin, arrivée en août, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, fatiguée. Ok, et comment tu appréhendes du coup maintenant avec le longue distance? Parce que tu vas quand même faire un volume de compétition qui va être moins conséquent que la D1. Ça me fait penser un peu à Thomas qui me disait que justement lui, il avait envie de faire de plus en plus de compètes parce qu'il avait cette habitude en vélo de rouler assez souvent dans l'année.
Comment toi tu appréhendes cette partie pour la saison prochaine où tu vas faire quand même moins de compétitions, mais les échéances seront peut-être plus longues et du coup tu arriveras plus facilement à l'appréhender, je sais pas. Bah, au final, cette année, j'ai quand même réussi à faire pas mal de courses. Parce que du coup, en fait, je fais aussi les D3, j'ai fait aussi les D3. Plus, j'ai fait aussi quelques M. Enfin, j'ai fait celui de Cannes. Enfin, voilà, j'ai pas fait non plus que des longues distances. Donc, en fait, enfin, ça va, j'ai réussi à trouver un équilibre à faire du long, mais aussi des courses de préparation en cours. Et quand je compte, je suis bien à 10 courses, donc quand même, je crois, il me semble. Peut-être un peu moins, mais pas loin, je pense. Donc au Ok, final, ça va, j'ai quand même, j'arrive quand même à faire pas mal de courses et à me faire bien plaisir. ok, super. Bon, bah, des belles années qui t'attendent du coup et une belle J'espère. saison pleine l'année prochaine. Au top. J'adore finir par deux questions. La première, c'est quel est ton plus beau souvenir en triathlon? Alors du coup, comme je t'avais dit, j'ai un peu hésité pour cette réponse, mais je pense que mon plus beau souvenir, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'était en minime. Du coup, bah, c'était là où j'ai eu mes premiers championnats de France et c'est là où ça a commencé vraiment à être important pour moi de bien m'entraîner, etc. Donc on les avait préparés vraiment sérieusement. C'était mon père qui m'entraînait à ce moment-là et vraiment on avait bien préparé ça. C'était donc championnat de France de duathlon, une course à Ok. pied, vélo, course à pied. C'était à Chaumont, je me souviens, chez Alexia. Donc il y avait la mini Alexia qui était là déjà, on courait déjà ensemble. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment un super beau souvenir parce que c'était le premier France, donc moi j'y allais en mode ça va, j'espère faire podium, mais bon, ça va être dur, il y aura vraiment des filles. Je m'imaginais qu'il y aurait des extraterrestres en fait, parce que je me suis dit, il y aura toute la France, ça va être. Enfin, vraiment, j'avais vraiment peur. Et, euh, et au final, c'était un peu la course parfaite, quoi. Enfin, j'étais arrivée dans un super état de forme. Je me souviens, on avait couru ensemble avec Alexia et à l'époque, il y avait Marie Froment, donc, qui fait plus de triathlon, mais qui fait de la moto, il me semble, maintenant. Et on avait couru toutes les trois et on s'était retrouvés, il me semble, seulement à trois en vélo. Donc c'était un peu le truc idéal, quoi, parce que tu te dis, bon, bah maintenant, si on fait un peu le trou en vélo, on est sûr de faire podium. Donc voilà, on était partis à trois ensemble. Ça s'était super bien passé. On avait creusé un peu l'écart. On s'entendait bien toutes les trois. Donc c'était parfait. On avait réussi à faire un super vélo. Et, euh, et là, course à pied, je m'étais sentie voler et enfin, au bout de quelques, de 200 mètres à peu près, j'étais déjà devant. Et bon, c'était des toutes petites distances, hein. Il y avait seulement 1500 mètres à parcourir sur la deuxième distance, mais j'avais réussi à bien creuser l'écart. Et là, à l'arrivée, il y avait toute ma famille qui était venue me voir. Donc, je voyais mon père, ma mère, il y avait ma sœur et tout. Ils étaient tous là, hyper émus. Et moi, j'étais super émue aussi. Et c'est vrai que j'ai encore un peu les frissons quand je repense à cette course. Ok, trop bien. Un beau souvenir qui Ouais, va rappeler aussi des souvenirs à Alexia, je pense, quand elle va écouter cet épisode. ouais. Merci à toi pour le partage, c'est très cool. Ben, Et merci. la dernière question, c'est lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi, justement? Alors, moi, les séances que j'appréhende le plus, c'est surtout les séances pistes. Ok, Parce que, enfin, autant ça peut être un plaisir quand tu as des bonnes sensations, mais autant ça peut vite devenir un calvaire quand les sensations sont mauvaises, qu'il y a du vent, que t'arrives pas à tenir les temps, t'es là, tu luttes. Donc, autant quand ça se passe bien, franchement, c'est vraiment que du bonheur. Je finis, je suis trop contente. C'est là où j'ai le plus un peu comment dire, d'émotion. Mais autant, ouais, quand ça se passe mal et qu'il y a du vent et tout, je suis là, je vais que me dire, qu'est-ce que tu fous, t'es nul. Enfin, c'est pas des émotions, c'est pas trop ce qu'il faut faire. Normalement, ma prépa mentale, elle va m'engueuler, mais, mais c'est vrai que j'ai tendance un peu à m'engueuler, en fait, quand je fais des séances dures et que ça se passe mal. Par contre, quand ça ok. se passe bien, ouais,
je vais toujours vouloir essayer de faire plus et de quand même pousser et de me dire allez vas-y et tout, mais ouais, je sais pas, je vais souvent m'engueuler, on va dire, sur les séances quand même, en mode Ouais, donc qu'est-ce que tu plutôt fous? des pensées négatives, Ouais, quoi. ouais, je suis méchante avec moi-même. Bon, ouais, de toute façon, le taf Ça avec la va, prépa voilà, mentale va pouvoir le payer régler, ouais. et tu auras des pensées positives pour la suite. J'espère, Ok, j'espère. ben merci à toi, merci pour l'échange, c'était vraiment très cool et Bah, merci d'avoir merci libéré beaucoup, du temps pour ce podcast. avec plaisir. À la prochaine, ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à m'aider à faire connaître le podcast en mettant un avis sur les différentes plateformes d'écoute. Je compte sur vous d'ailleurs pour me donner votre avis sur cet épisode. Personnellement, j'ai adoré échanger avec une athlète comme Justine qui a commencé le triathlon dès son plus jeune âge, parce que ça nous permet de comprendre vraiment l'évolution de sa carrière et surtout, désormais, je suis très curieux de voir son évolution sur le circuit longue distance. Pour finir, merci beaucoup les triathlètes et à très vite. Ciao!